Écoutez, je m'arrête un peu à cet endroit-là. Vous entendez, toute une partie de l'Afrique, donc l'Afrique de l'Ouest, est en train de basculer vers un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est quoi nôtre? Nôtre, ça veut dire le modèle français. Et donc, lui, Didier Castres, il est en train de nous dire que le problème que ça lui pose, ce qui se passe en Afrique, c'est que les Africains ne sont pas en train d'appliquer à la lettre le modèle de société française. En fait, pour lui, la Russie, en passant des partenariats avec les Africains de l'Ouest, est en train de s'occuper des affaires de la France. Dans sa tête, l'Afrique appartient à la France. Et le modèle de société qu'il doit y avoir en Afrique, c'est le modèle français. Qui a eu lieu le 7 février 2024. C'était la commission de la défense et des armées de l'Assemblée nationale française qui siégeait, dirigée par le vice-président de cette commission de la défense nationale et des armées françaises, le député Jean-Pierre Coubertin-Tafon. Monsieur Coubertin-Tafon et la commission recevaient le 7 février 2024, ici, à l'Assemblée nationale française, des experts, des personnalités jugées importantes parce qu'elles opèrent dans le domaine de la coopération internationale avec l'Afrique. Et pendant 1h49, le vice-président de cette commission, Jean-Pierre Coubertin-Tafon, a donné la parole à 3 personnes qui se sont exprimées en leur qualité de président de Expertise France, qui est une agence publique chargée de la coopération en matière de sécurité et défense, notamment, et qui est une agence intégrée à l'intérieur de l'agence l'agence française de développement, de l'AFD. La parole a été donnée aussi à monsieur Samuel Engan. Samuel Engan est à la tête d'une structure qui s'appelle la DCI. C'est une société à mission qui travaille notamment avec l'État français, mais qui est une société dans laquelle l'État est actionnaire seulement à un peu plus de 50% et qui est à moitié une société privée. À cette occasion, la Commission française de la défense nationale et des armées écoutait également un certain général Didier Castres, ancien sous-chef d'état-major de l'armée française, reconverti en homme d'affaires, qui est le président directeur général du groupe GEOS, dont l'une des succursales, précisément, travaille en Côte d'Ivoire, dans le port autonome d'Abidjan. Cette audition a eu lieu le 7 février 2024. Et la question que posait le député Jean-Pierre Coubertin-Tafon à ces 3 augustes invités, qui se font tous massivement du beurre en Afrique, alors même qu'en France, les Africains sont les plus grands expulsés, sont ceux qui sont le plus parqués dans les centres de rétention, de détention et d'expulsion. Ces 3 individus qui se font beaucoup d'argent en Afrique étaient venus transmettre une partie de leur expertise, chuchoter et murmurer aux oreilles des députés et des décideurs à propos de ce qu'il faut faire pour maintenir l'influence française en Afrique. Il leur a été demandé quelles sont leurs missions, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent en Afrique, et pour eux, quels sont les enjeux de la coopération franco-africaine. Voilà, globalement, le décor qui a été planté. Pendant ces 1h49, le vice-président de la commission de la défense nationale et des armées françaises, le député Jean-Pierre Coubertin-Tafon, a tour à tour donné la parole à chacun des invités. Puis, il va donner la parole aux députés de chaque groupe parlementaire représenté dans cette commission pour poser des questions aux 3 illustres invités pour que ceux-ci clarifient davantage leur position. Votre serviteur, qui comptait vous parler de ce sujet avant-hier et hier, a dû prendre le temps d'écouter au moins 2 ou 3 fois toute l'audition. Parce que je voulais être certain en m'asseyant devant vous de vous transmettre une compréhension exacte de ce que ces gens ont dit. Je tiens d'abord à vous souligner que nous sommes au mois de juin 2024. L'audition a eu lieu en février 2024. Qu'est-ce qui fait que ce sujet soit débattu maintenant? Et surtout, qu'au même moment, pratiquement au même moment, c'est-à-dire hier 29 juin 2024, la direction du port autonome d'Abidjan se fende d'un communiqué sur les réseaux sociaux. Un communiqué de presse
dans lequel elle contredit apparemment les propos du président directeur général de GEOS, le général Didier Castres. Qu'est-ce qui peut expliquer que c'est maintenant en juin que cette affaire devienne un débat? Eh bien, parce que des fins limiers de l'information ont dégoté, ont retrouvé cette audition et notamment l'extrait dans lequel intervient le général Didier Castres. L'ont massivement distribué et viralisé sur les réseaux sociaux, provoquant un tollé général parce que, en fait, cette audition était passée inaperçue, elle était incognito. Ni le peuple ivoirien, ni l'opinion française, ni l'opinion africaine, ni l'opinion mondiale n'étaient au courant de cette audition. Il a fallu que les fins limiers de l'investigation, dont je ne donnerai pas le nom, repèrent précisément ce morceau, le sortent, que le monde entier se rende compte de l'abomination, de l'ignominie que représentaient les déclarations du général Didier Castres. Et c'est alors là que Kahin Kaha, de façon brinque-ballante, tardivement, maladroitement, le régime de M. Ouattara envoie la direction générale du port autonome, mais encore faut-il parler de port autonome, du port hétéronome, parce que autonome, c'est-à-dire un port qui a sa direction en lui-même. Alors que là, on est plutôt dans l'affaire du port hétéronome, hétéros, en grec veut dire l'autre, un port qui est dirigé par quelqu'un d'autre et qui se prétend autonome. C'est maintenant qu'ils réagissent à quelque chose qui a été dit, apparemment en leur défaveur, depuis le 7 février 2024. Ils auraient préféré que nul ne le sût. Il leur aurait été préférable que les Ivoiriens ne sussent point ce qui avait été tranquillement, doctement révélé à Paris par le général Didier Castres. Oui! Alors, je viens maintenant sur cet incident, je viens maintenant sur cet événement pour vous présenter une situation en quiproquo. Le général Didier Castres, que nous allons réécouter, a dit que désormais c'est GEOS qui gère la totalité du port autonome d'Abidjan. Il va même ajouter que GEOS pourrait, avec le soutien de l'État français, du gouvernement français, faire de toute la zone, Port-Boué, port autonome, aéroport, toute la zone de l'Omo Nord pourrait être transformée en une zone réservée aux opérations militaires internationales sans afficher l'appartenance des militaires internationaux qui interviennent. C'est-à-dire, en fait, on devrait transformer toute cette zone en une immense zone de mercenaires. Il le dit. Et sous le commandement de GEOS, l'entreprise qu'il dirige, laquelle est déjà la maîtresse du port autonome d'Abidjan, qui contrôle la fiscalité, qui contrôle la sécurité, qui contrôle l'administration, qui contrôle les mouvements in et out. Vous allez l'écouter. Il va parler ici. Le général Castres. Alors, le port autonome d'Abidjan, hier, sort avec un communiqué pour dire que ce que le général Castres a dit est faux. Mais pourtant, dans le même communiqué, ils reconnaissent que ce que le général Castres a dit est vrai. Nous allons leur montrer que nous savons lire la langue française. Le port autonome d'Abidjan ment. Vous allez le voir. Nous allons analyser les propos de la direction générale du port autonome d'Abidjan, après avoir écouté le général Castres. Et vous allez voir que le général Didier Castres n'a pas menti. Parce que même quand on vient le démentir, on reconnaît dans le démenti qu'il n'a pas menti. C'est ce que je vais vous montrer. Alors, sans plus tarder, on va commencer cette affaire. Je ne vais pas vous faire écouter toutes les interventions. Je vais vous faire essentiellement écouter l'intervention du général Didier Castres, parce que c'est celle-là qui, de manière très scandaleuse, a porté sur la mainmise d'une société de mercenaires. Parce qu'il faut savoir que GEOS, là, dont on parle, c'est une société de mercenaires. Bon, c'est l'équivalent de Wagner. Voilà des gens qui contrôlent tout le port d'Abidjan. Ce sont des mercenaires. Ils sont dirigés par un général d'armée, qui d'ailleurs, pendant l'audition, de temps en temps, enlève sa casquette d'homme d'affaires et dit qu'il remet, cette fois-ci, son béret de militaire. C'est-à-dire qu'il y a une telle confusion de genre, un tel conflit d'intérêts qu'on ne sait même plus qui est ce monsieur Didier Castres. Il parle en tant que militaire français ou est-ce qu'il parle en tant qu'homme d'affaires à la tête d'une société privée? Une confusion et un mélange de genres, un conflit d'intérêts flagrant qui devrait choquer
en première ligne d'ailleurs, le peuple français. Alors, moi j'ai publié la totalité de l'audition. J'ai publié la totalité de l'audition sur ma page Facebook. Je vais vous la reprendre et essentiellement vous donner à entendre le moment où le général Castres prend la parole. Quand on lui donne la parole, parmi les 3 invités. Parce qu'il faut qu'on ait entendu ce qu'il a dit dans sa prise de parole initiale. On va le chercher. Je l'ai publié pour vous. Je l'ai mis à votre disposition. J'ai trouvé la totalité de l'audition, 1h49 pour ceux qui veulent l'écouter. Et je l'ai mise à votre disposition. Je remonte à ça, voilà. C'est ici. Voilà, je l'ai. Elle est sur YouTube, hein, elle est disponible. Je vais vous montrer cela. Bonjour à tous. Voilà. Mon général, messieurs, mes chers collègues, je vous prie d'excuser le président Thomas Gassillou qui, ainsi qu'il l'a précisé lors de notre audition précédente, a dû nous quitter pour participer à l'hommage national rendu Après, on écoutera essentiellement des attentats le général Didier Castres. Pardon, oui. Nous restons sur la thématique de la coopération française à l'égard de l'Afrique en recevant 3 acteurs importants de cette coopération. 3 acteurs qui contribuent pour chacun d'entre eux à renouveler et approfondir la relation partenariale avec l'Afrique. Monsieur Jérémy Pelé, vous êtes le directeur général d'Expertise France, que l'on peut définir comme l'agence publique française de mise en œuvre des projets internationaux de coopération technique, même si votre champ de compétences dépasse de loin le seul secteur de la sécurité et de la défense et que votre champ d'action s'étend bien au-delà de l'Afrique. Vous avez en ce domaine une forte expérience que nous aurons plaisir à apprécier. Monsieur Samuel Fingant, vous êtes le président directeur général de Défense Conseil International, DCI, qui peut être défini comme l'opérateur de transfert du savoir-faire du ministère des Armées au profit de pays partenaires de la France. DCI est une société à mission, vous nous expliquerez ce que cela veut dire, émanant des forces armées et de la direction générale de l'armement, dont l'État est actionnaire à plus de 50%. Vous aidez ces pays partenaires à relever les défis sécuritaires auxquels ils sont confrontés, en contribuant notamment à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de leurs armées. Enfin, monsieur le général Didier Castres, c'est lui qui nous intéresse, le président de Géogroupe, une entreprise de sécurité privée, cette fois spécialisée dans l'accompagnement et le développement. Sécurité privée, ça veut dire les mercenaires à risque. Nous serons heureux de vous entendre sur la manière dont vous contribuez au rayonnement de la France en Afrique, sur les missions essentielles qui sont les vôtres, sur les difficultés que vous êtes amenés à rencontrer dans le contexte géopolitique en mutation que nous connaissons et les enjeux que vous percevez pour l'avenir. Voilà. Aussi, messieurs, je vous laisse la parole, chacun pour une dizaine de minutes avant la séance des questions-réponses avec les députés. Voilà. Nous allons commencer, si vous... Je vais aller tout de suite donc à l'intervention du général Didier Castres. Nous avons démultiplié notre influence, l'influence du MINARM, en apparaissant, comme je le disais, comme opérateur de l'UE et de l'OTAN. J'avance pour qu'il prenne la parole, jusqu'au moment où lui prend la parole. Pensez-vous, monsieur le directeur général? Hop. Je vais vous prendre la minute à partir de laquelle lui il parle. Il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humain. Hop. Alors 22, est-ce que là... Excusez-moi. Un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a Je viens à la 20e minute, je pense que c'était là. Très long de désinstaller, on l'a vu à plusieurs. Hop. Voilà. Il y a finalement 3 choses. Je vous le prends vraiment, je veux que vous vous collaborer, notamment, il nous avait confié la rémunération et les suivis financiers. Je recule un peu plus. Ouest,
Et nous sommes Voilà. exactement Ça dans sera la juste ligne après- de la mission qui juste a été après lui. récemment confiée par le président de la République à Jean-Marie Bockel en tant qu'envoyé spécial pour l'Afrique, qui réfléchit, vous l'avez Le général va parler juste sans après. doute entendu, celui à que vous la entendez. manière de bâtir avec les pays africains des partenariats de sécurité renouvelés, équilibrés et mutuellement bénéfiques, basés sur leurs besoins, leurs demandes et leurs capacités d'action propre. Donc je pense exactement ces principes qu'il faut garder en tête, avec une posture qui doit être une posture d'humilité, je pense. Ce n'est ni à la France ni à l'Europe d'être prescriptif en la matière, et une posture d'efficacité. Cette efficacité, elle inclut aussi la durabilité et le maintien en conditions opérationnelles du soutien qu'on peut apporter. Nous avons dans ce contexte sans doute des marges d'amélioration. Sur la coordination de l'équipe France, on a un paysage assez éclaté. Nous avons un très bon Il parle juste partenariat après. avec les acteurs institutionnels, en particulier avec la DCSD, où les coopérants de la DCSD sont impliqués directement dans nos projets. Je pense au Bénin, je pense aux écoles nationales à vocation régionale, je pense à la ILCT que vous avez entendu juste avant. Mais nous avons parfois un peu de concurrence aussi entre acteurs français, là où beaucoup de nos partenaires étrangers sont très bien organisés, souvent avec une seule voix. Et donc, je pense que ça fait partie des éléments en tenant compte du contexte actuel sur lequel on peut avancer. En conclusion, je dirais que nous sommes à un moment charnière. La présence militaire française directe sur le terrain sera peut-être amenée à diminuer, mais la question c'est par quoi la remplacer ? Par quoi la remplacer ? Par rien, par ce qu'attendent nos partenaires africains. Je pense que c'est ça la question politique, c'est le choix politique. C'est un choix qui a des implications fortes, des implications opérationnelles, des implications budgétaires. En tout état de cause, comme l'ensemble du groupe AFD, Expertise France se transforme, et là pour y répondre, car je suis convaincu qu'il n'y aura pas de développement sans sécurité et qu'il faut encore mieux articuler les deux pour assurer le développement durable du continent. Comme si c'était son affaire. Oh, vraiment. On voit que votre champ d'action dépasse largement l'Afrique. Il veut assurer le développement de l'Afrique. On lui a rien demandé, Je il veut vais assurer laisser ça. la parole au général Didier Castres. Voilà, le président général de Castres. Géogroupe. Voilà. Merci, monsieur le vice-président. Voici l'homme. Madame le député, monsieur le député, chers amis. Quelques mots pour redéfinir un peu ce qu'est GEOS. GEOS, d'abord, fait partie du groupe ADIT depuis 2019. Et si son ADN initial était focalisé sur des prestations de sûreté-sécurité, son offre a été largement ouverte. Maintenant, GEOS fait de la formation, gère des programmes complexes et fournit, là où elles sont demandées, des expertises spécifiques particulières. Expertise France disait qu'effectivement, on avait collaboré. Et notamment, il nous avait confié la rémunération et le suivi financier des membres du G5 Sahel pendant 5 ans. G5 Sahel. Cette opération s'est terminée cette semaine ou la semaine dernière. Je voudrais juste repréciser un peu quels sont maintenant les 4 métiers de GEOS, en tout cas ceux qu'on essaie de développer. Et ces métiers, évidemment, ils ont vocation à s'inscrire dans des pays qui sont plutôt mal pavés. Les pays mal pavés, ça c'est la fête. C'est une dizaine de pays en Afrique dans lesquels on est présent. Tout ça pour un chiffre d'affaires qui n'a évidemment aucune commune mesure avec ce que vient d'exposer le PDG d'Expertise France. On fait 50 000, GEOS c'est 50 millions de chiffre d'affaires, dont la moitié en Afrique. GEOS c'est 900 collaborateurs, dont 700 en Afrique. Ils font de l'argent en Afrique. La copie générale de GEOS. Merci. Les 4 métiers de GEOS, c'est d'abord aider à l'implantation et au développement commercial d'entreprises ou d'organisations institutionnelles en leur garantissant les conditions de sécurité nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, à leur mobilité et à leurs implantations. À ce titre-là, GEOS n'est pas spécialisé, il y a évidemment beaucoup de concurrence sur ce sujet-là, mais assure la sécurité d'un certain nombre d'emprises diplomatiques, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient françaises. La sécurité notamment des ambassades. au Burkina Faso.
Dans cette sécurisation, il y a finalement 3 choses. Il y a d'abord l'information des gens sur la situation sécuritaire, il y a le suivi de la situation sécuritaire, il y a la sécurisation des emprises, et enfin, il y a possiblement l'extraction ou l'évacuation des gens si les conditions de sécurité ne sont plus société militaire privée tenables. Je prends un exemple parce qu'il est significatif, même jamais ça arrive pas tous les jours. On a évacué du Yémen 150 personnes en affrétant un bateau parce que la situation a complètement dégénéré au Yémen. Voilà ce qu'on est capable de faire en matière de sûreté. Le deuxième volet, qui est plutôt nouveau, c'est faciliter l'insertion d'ONG ou d'organisations professionnelles ou institutionnelles particulières dans les pays à risque par de la formation. Ce qu'on appelle la formation HIT, la formation dans les pays à risque. La formation aux environnements hostiles. On travaille dans ce domaine-là de façon très régulière avec Acted, avec l'AFD, avec Expertise France, on l'a fait aussi, avec MSF, etc. Et on a formé l'année dernière environ 700 personnes à ces zones de crise ou à ces comportements en zone de crise. Vous avez entendu. Le troisième métier, c'est suppléer les entreprises ou les organisations internationales dans la mise en place d'expertise dès lors qu'elles ne souhaitent pas engager leur propre personnel dans des zones à risque. Ils remplacent les organisations internationales. On avait été sollicité par les Nations Unies. L'ONU. Pour assurer la maintenance du système informatique des Nations Unies. Ils sont dans le système informatique. On assurait aussi pour la MINUSMA la sûreté passive des bases de Gao et de Kidal. Vous voyez ça? Tout ça pour environ 50 personnes. Vous voyez? On parlait de cette gestion une société privée du G5 Sahel. Et puis le dernier métier, c'est la capacité de GEOS à assurer la MOAD de projets complexes. Depuis l'audit initial, depuis le conseil jusqu'à la réalisation du projet. À titre d'exemple, GEOS, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près les 4 métiers de façon très synthétique de GEOS. Quels sont les avantages que je vois à ce type d'action? D'abord, c'est la basse visibilité de l'action de GEOS, puisqu'on fait toujours appel à des prestataires locaux. Donc on ne les voit pas. Ils utilisent... C'est pas une équipe des agents locaux qui débarquent dans les pays. Ils sont invisibles. C'est toujours un prestataire local avec des security managers ou des gens qui organisent tout ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la réversibilité. C'est que ce genre de contrat, avec ce genre de prestataire, permet de pouvoir inverser la tendance, réduire, accélérer, beaucoup plus que peuvent le faire les institutions régaliennes de notre pays. Ils peuvent se barrer à tout moment. C'est-à-dire pour les armées, ça veut dire. Une fois qu'on s'est installé, c'est toujours très long de désinstaller. On l'a vu à plusieurs reprises. Partir à tout moment. Avec ce type de fonctionnement, on peut le faire beaucoup plus rapidement. La troisième chose qui mériterait d'être consolidée, mais en première approche, c'est que le coût est largement inférieur à ce que peut faire l'État quand on a une mission qui s'apparente à celle que l'État voudrait voir conduire. Et puis enfin, le fait d'engager une société comme GEOS, pour les domaines que j'ai évoqués, ça permet de recentrer ou d'alléger les charges administratives, les charges logistiques de l'État si l'État voulait s'engager dans une mission comme ça. Ensuite, dans la question telle que je l'ai comprise, et là je pense que je sors un peu de mon rôle de président GEOS, et je remets mon treillis de sous-chef Ops de l'état-major de l'armée. Vous entendez? C'est quel appui GEOS pourrait apporter à la stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ça sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique
Je veux pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Le Zimbabwe, c'est la francophonie. Les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Minerais Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. Il n'a pas parlé de pauvreté. Hein. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus, puisque je n'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques. Pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Écoutez, je m'arrête un peu à cet endroit-là. Vous entendez toute une partie de l'Afrique, donc l'Afrique de l'Ouest, est en train de basculer vers un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est quoi nôtre? Nôtre, ça veut dire le modèle français. Et donc, lui, Didier Castres, il est en train de nous dire que le problème que ça lui pose, ce qui se passe en Afrique, c'est que les Africains ne sont pas en train d'appliquer à la lettre le modèle de société française. En fait, pour lui, la Russie, en passant des partenariats avec les Africains de l'Ouest, est en train de s'occuper des affaires de la France. Dans sa tête, l'Afrique appartient à la France. Et le modèle de société qu'il doit y avoir en Afrique, c'est le modèle français. Voilà ce qui se passe dans la tête de cet officier. C'est juste effrayant. Écoutons. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont Paris, là. Peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Donc il faut être influent de manière invisible. Écoutez-le. Elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis. Il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et d'accès. Démonstrative et bruyante, c'est-à-dire il faut mettre fin aux bases militaires visibles. Bruyante, c'est-à-dire vraiment il faut arrêter de montrer des chars, des avions, des uniformes, et bien de l'armée française un peu partout en Afrique. Les Africains ne veulent plus voir ça. Par contre, il faut camoufler les mêmes moyens militaires, camoufler les mêmes soldats dans le monde immatériel, dans le monde invisible. Donc il faut être discret. Il faut que ce soit les mercenaires désormais qui remplacent complètement les armées. Et qu'ils soient habillés dans des tenues qui ne renvoient pas à l'armée française, bien que ce soit l'armée française. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.